Je voudrais bien voir cette justice sud-africaine faire le travail. Mais il me semble bien que derrière cette affaire d'expiration de visa, on veut escompter une voix. On veut étouffer une voix. Toute voix qui s'élève pour incriminer l'impérialisme, pour incriminer en fait les pratiques malsaines de la France-Afrique, tout de suite on lui trouve des choses, on lui colle. C'est quand même dommage que ce soit en Afrique du Sud, pays de Nelson Mandela, que les choses se passent comme ça. J'ai comme impression qu'on est en train de réveiller les vieux démons en Afrique du Sud. Malheureusement, Kemi Seba, moi, mon sens, fait partie de cette jeunesse aujourd'hui qui a réveillé une certaine conscience en Afrique. Nicolas, secrétaire Nicolas, bonjour. Bonjour Serge. Est-ce que vous ne pensez pas que Kemi Seba est en train d'être lâché également par ses soutiens aujourd'hui, qu'il se trouve de plus en plus en difficulté? Je voudrais d'abord saluer son combat. Parce que aujourd'hui, la façon dont il est traité, les gens parlent de lui, à mon humble avis, Kemi Seba ne mérite pas ça. Déjà sa situation carcérale. Ah bon? Oui, moi, je le pense vivement. Déjà sa situation carcérale, le fait qu'on ait arrêté pour un simple expiration de visa, pour un simple expiration de visa, une simple expiration de visa, moi je pense que ce n'est pas en fait la question, ce n'est pas en fait ce qui maintient Kemi Seba encore dans les liens de la justice sud-africaine. Et là encore, c'est quand même dommage que ce soit en Afrique du Sud, pays de Nelson Mandela, que les choses se passent comme ça. J'ai comme impression qu'on est en train de réveiller les vieux démons en Afrique du Sud. Malheureusement, Kemi Seba, moi, mon sens, fait partie de cette jeunesse aujourd'hui qui a réveillé une certaine conscience en Afrique. On peut tout dire hein, de ce qui se passe au Sahel aujourd'hui. On peut les accuser les régimes, les différents régimes dans les États du Sahel de tout ce qu'on veut. On peut les traiter de juntes, on peut les traiter de tout ce qu'on veut. Mais il faut rappeler qu'il faut aussi dire que Kemi Seba fait partie de cette jeunesse africaine qui a conduit à ce qui se passe aujourd'hui dans le Sahel. Une certaine libération de la conscience africaine, une certaine libération de l'expression, d'opinion en Afrique aujourd'hui. Quand vous prenez quelqu'un comme Sonko au Sénégal, mais vous n'avez pas vu, vous ne voyez pas comment Sonko s'exprime aujourd'hui par rapport à la souveraineté sénégalaise. Vous n'avez pas vu. Il y a quelques 15 ans en arrière, il y a des choses que certains chefs d'État disent aujourd'hui qu'on n'imaginerait jamais qu'ils seront capables de le dire. Vous vous rappelez vous allez vous rappeler par exemple de Brice Origi face à une tête à tête qu'il a qu'on appelle-t-on eu avec les comment il s'appelle, le journaliste RFI Boisbouvier. Voilà, il y a des choses qu'il a eu à dire, qu'il a dit face à cette presse là, mais il y a 15 ans en arrière, aucun chef d'État, mais alors aucun n'avait cette possibilité-là. Je vais vous rappeler. On a également notre ancien chef d'État, Patrice Talon, qui a été affirmatif, téméraire face à certains chefs. À un certain nombre de choses. Voilà, donc. Non, je vais vous dire. C'est un élément de valeur, non, désormais. Je vais vous le dire. Ouais. Mais même chez nous aujourd'hui, regardez, est-ce que c'est imaginable? Bien sûr, ça fait bientôt 2 mois que, comment ça s'appelle, Wada vient de prendre le pouvoir. Un mois. Bientôt un mois. Bientôt un mois. Ah, bientôt un mois, ouais. Il a pris le pouvoir le 24 mai passé. Bientôt un mois. Mais d'ici un mois, et il n'a pas encore pris le vol pour la France. Il a préféré visiter d'abord les pays du Sahel. Et vous pensez qu'il y a 15 ans en arrière, un chef d'État béninois pourrait se permettre ce luxe-là? Et ce n'est pas une question de simple visa expiré qui le maintient là. Au fait, il y a des hommes aujourd'hui. Et bizarrement, des Africains en font partie. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, Kemi Seba est victime d'un phénomène qui, normalement, est révolu. C'est-à-dire, il y a certaines décennies en arrière, toute voix qui s'élève pour incriminer l'impérialisme, pour incriminer en fait les pratiques malsaines de la France-Afrique, tout de suite on lui trouve des choses, on lui colle. Et Kemi Seba au XXIe siècle, voir que des Africains sont aussi amenés à lui jeter un certain nombre de probes, bah ça me dérange. Nicolas, je vous pose la question rapidement avant qu'on donne la parole à Prince Hubert Diego et Kozun Keke.
On sait que Kemi Seba, le 7 décembre, a soutenu publiquement le coup d'État. Attendez, le coup d'État. C'est un droit que l'État béninois, quand même, demande son extradition. On ne peut pas quand même soutenir, n'est-ce pas, cette scène très grave. Je ne sais pas, par rapport au coup d'État du 7 décembre et par rapport à la vidéo qu'il a faite. Je pense que, à mon sens, je ne sais pas quelle a été la contribution de Kemi Seba dans la réalisation des événements du 7 décembre. Si il en a eu pour quelque chose, là je dénonce, je condamne. Et que c'est grave pour un fils du pays d'être dans ça là. Alors, moi je me dis que, en fait, je voudrais bien voir cette justice sud-africaine faire le travail. Mais il me semble bien que derrière cette affaire d'expiration de visa, on veut escompter une fois. On veut étouffer une fois. Nicolas Secrétaire, une prison pour Kemi Seba en Afrique du Sud ne serait-il pas mieux pour lui qu'une prison au Bénin? Vous permettez quand même que je revienne un petit peu en arrière. En fait, on semblait accuser Kemi Seba d'imprudence, je veux dire. Ouais, il est imprudent, non? Ouais, à mon sens, il y a un petit souci qu'on ne maîtrise pas. Vous pensez que quelqu'un comme Kemi Seba aurait eu la négligence volontairement ou même involontairement pour parler d'imprudence, de savoir que son visa court à expiration et qu'il ne fasse rien pour remédier à la chose ou de quitter la terre sud-africaine. C'est ce qu'on lui reproche, non? Non, mais le problème c'est là. En fait, j'ai comme impression, et ça nous semble-t-il dans ses explications à lui-même, dans les explications de certains de ses collaborateurs, à mon sens, il y avait un problème. Il y avait le mandat d'arrêt international lancé contre le monsieur et qui était encore en cours. Et donc, même avec son visa, il devrait avoir quelques difficultés de sortie de l'Afrique du Sud parce que dès qu'il entre à l'aéroport de Pretoria, tout de suite, il sera identifié comme tel, comme recherché par une justice d'un tiers pays. En fait, je crois que c'est dans cette situation qu'il s'est retrouvé. Et donc, même la voie légale, passer par la voie légale pour sortir de l'Afrique du Sud, lui poserait quelques problèmes, à mon sens. Et vu qu'il était dans cette difficulté, à mon sens, ça a dû jouer en sa défaveur. Mais de toute façon, quand bien même, en tout cas, je ne crois pas à la thèse selon laquelle il a joué à l'imprudent, à mon sens. Il doit y avoir autre problème. Il doit y avoir une autre explication par rapport à ça. J'ai écouté le ministre des Affaires étrangères du Niger qui disait que le problème d'expiration de visa peut arriver à n'importe qui, à tout le monde. Voyez-vous, quand j'ai écouté ça, et je vois déjà la période, en tout cas le temps que Kemi Seba est en train de faire en prison pour cela, je me dis que quelque chose ne va pas, quelque chose cloche. C'est vrai. Dès les premières heures de son interpellation, mon analyse était allée dans le sens de M. Cosmo, à savoir que, mais attention, et quand on est dans le combat, effectivement, comme il est, il doit savoir prendre les dispositions. En tout cas, il doit savoir quel territoire visiter et quel territoire ne pas visiter. Et peut-être là se trouve son problème. L'Afrique du Sud n'était visiblement un pays qui n'est pas en difficulté avec le Bénin. Alors, donc, les pays qui sont en difficulté avec le Bénin en son temps, on les connaît. C'est le Niger, c'est le Burkina Faso. Et donc, je pense que normalement, ça aurait dû être ces territoires où il pouvait fréquenter facilement sans être beaucoup plus inquiet. Il paraît qu'à l'époque aussi, il était aussi en difficulté au Niger, au Burkina, dans le Sahel. On a vu également des vidéos qui ont circulé. Je ne crois pas que et puis, voilà, les gens du Sahel également ont commencé par s'inquiéter par rapport à la collaboration avec Je ne crois pas que c'est des difficultés qui auraient pu amener les autorités burkinabées ou encore nigériennes à le livrer au Bénin. Tout sauf ça. Maintenant, le problème, pour revenir à votre question par rapport à l'équité ou l'égalité dont il devra bénéficier au Bénin, les confrères ont déjà répondu à cette question. Par rapport au traitement des dossiers d'ordre politique, on sait comment ça se passe ici chez nous. Je pense qu'aujourd'hui, la question du traitement qui devrait être celui d'un extradé, la justice sud-africaine devrait pouvoir être suffisamment informée par rapport à ce qui se passe au Bénin avant de prendre une décision d'extradition. Parce que oui, en temps normal, même le prisonnier a des droits. Je crois que quelqu'un l'a reconnu tout à l'heure dans ces écrits
de dénonciation de sa situation en prison sud-africaine. C'est vrai, il faut l'accorder à celui qui pense que la prison ne saurait être un hôtel à 5 étoiles. Mais pourtant, le prisonnier aussi a des droits. Sauf que chez nous, ici, s'il vous plaît, vous pouvez quand même aller voir ce que vivent les prisonniers au Bénin. Vous en connaissez? Ah non, c'est pas moi. Candidat Azanaï a dénoncé. Les parents de Candidat Azanaï ont dénoncé son traitement dans la prison. Il n'est pas le seul. Le journaliste a... Est-ce que c'est pas parce que c'est lui, désolé, un homme politique, tout le monde le connaît, on sait pas. Vous et nous, nos parents qui sont en prison et qui n'ont personne, on ne peut pas parler de ça. Il ne faut pas également aller... Non, je suis d'accord avec vous. Mais c'est pas parce que je suis une figure politique, une figure emblématique, que si je vais en prison et je vois ce que les gens vivent, même si moi je ne vis pas, je me dois de dénoncer ce qui se passe. Faut pas oublier, la prison n'est pas un hôtel 5 étoiles. Je vous assure, mais s'il vous plaît, au fait, quand on dit des choses de cette façon, c'est comme on estime que quand on devient prisonnier, on est désormais tous sauf humains. S'il vous plaît, j'ai eu des frères qui sont sortis de la prison, mais quand ils en parlent, vous avez mal. C'est-à-dire vous souffrez à leur place. Vous imaginez tout de suite la psychologie dans laquelle ceux-là sont restés dans cette prison-là. Est-ce qu'on ne peut pas travailler à ce que justement le droit de l'homme, quoi qu'on soit prisonnier, soit respecté? C'est de ça qu'il est question. Regardez, hein, quand vous parlez de l'égalité devant la justice béninoise, mais Kemi Seba au Bénin, on a eu des gens ici pour tentative de coup d'État, on a eu 20 ans pour des gens. Je ne suis pas sûr, hein, Kemi Seba aura plus que 20 ans. Hein. Les taux se resserrent davantage contre Kemi Seba. Est-ce que le rapprochement entre le Bénin et le Niger, les pays de l'AES désormais, peut être préjudiciable pour lui, ou bien est-ce que ce serait à son avantage? Bon, moi je pense que ça doit être à son avantage, parce que les autorités nigériennes n'ont rien à gagner à avoir un Kemi Seba en prison. Ça veut dire que ce sont eux qui le chapeautaient alors? C'est eux qui pourraient peut-être décanter une situation auprès du Bénin pour obtenir peut-être un allègement ou même carrément un abandon de charges. Le problème, c'est que on sait tous que ce qui se passe, c'est éminemment politique. Justice, non, je pense que c'est éminemment politique. On sait qu'actuellement, l'autre, le cerveau du coup d'État, comment il s'appelle déjà, Tigri est activement recherché par le Bénin. Les autorités nigériennes disent qu'il n'est pas chez eux. Pour quelqu'un comme Kemi Seba qui a soutenu le coup d'État, je le dis ainsi, si les autorités nigériennes apportent leur caution à ce monsieur, ça veut dire que on dirait qu'ils n'ont jamais été sincères vis-à-vis du Bénin. Et donc aujourd'hui, Kemi Seba devient de plus en plus... Moi, je voudrais même supposer, à être dans votre logique, que oui, les États ou les hommes politiques se sont retrouvés parce qu'on ne sait jamais ce que réserve la politique. Mais au fait, la question, à mon sens, devrait être posée autrement. Est-ce que l'Afrique, la jeunesse africaine a aujourd'hui intérêt à voir quelqu'un comme Kemi Seba étouffé comme ça? Est-ce que la jeunesse béninoise a intérêt à ce que Kemi Seba puisse être jeté à la poubelle de cette façon-là? La jeunesse, vous dites? Oui, je pense que la jeunesse béninoise... Vous parlez de quel type de jeunesse? Ah oui, justement, malheureusement, c'est ce qui se passe chez moi. Le fait est que, au fait, aujourd'hui, on a une jeunesse amorphe. On a une jeunesse qui, à mon sens, tellement malmenée qu'elle ne pense qu'à son quotidien et comment vivre avec le minimum. Parce qu'aujourd'hui, si on constate que les taux se resserrent contre monsieur, c'est justement parce que il y a eu cette affaire de visa. Ça n'aurait dû jamais arriver que il aurait pu continuer son combat librement. Si aujourd'hui, un Brice Oligui pouvait faire face aux journalistes français pour dire un certain nombre de choses, si aujourd'hui Sonko pourrait faire face aux journalistes français pour dire un certain nombre de choses, si aujourd'hui un chef d'État africain comme celui du Botswana puisse dire aujourd'hui non à une invitation de Donald Trump, je pense que c'est tout ça est dans le combat que Kemi Seba a effectué avec un certain nombre de journalistes sur le continent. J'ai écouté aussi un éminent président de la République du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo, sur la France-Afrique. Nicéphore Dieudonné Soglo a ouvertement dénoncé un certain nombre de choses sur la France-Afrique au Bénin. Quand j'ai pris la parole, en premier lieu, j'ai commencé par dire que c'est dommage que ce soit en Afrique du Sud, au pays de Nelson Mandela, que des choses comme ça se passent.